This meeting is being recorded. Je le dirai plusieurs fois. Donc d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence un dimanche soir. Comme j'ai lancé l'idée des entretiens des 184 pour justement entretenir et compléter nos connaissances, ben je suis ravi d'en être le premier modérateur, mais ce rôle va bien sûr tourner et je vous incite à rejoindre le cercle communauté pour participer à l'élaboration de ces entretiens. Vous connaissez le lien contact @les184.com. Alors, pour inaugurer ce premier entretien, nous accueillons Giovanna Marsico, qui a été membre de notre comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie, donc on la connaît très bien. Elle est directrice du CNSPFV, c'est-à-dire le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, depuis presque 2 ans. Et je vous incite tout de suite, après la session, à aller voir ce site parlonsfindevie.fr. Alors, tout le monde connaît Giovanna et son délicieux accent italien, même si elle est aussi française. Je rappelle néanmoins qu'elle est avocate, qu'elle a 2 masters, l'un européen en droit européen et l'autre en santé, tenus respectivement à Bruxelles et Évry, qu'elle a été responsable à divers titres de 3 associations liées à la santé et qu'elle a été déléguée du service public d'information en santé, le SPIS, pendant plus de 5 ans. On va dialoguer avec elle pendant 1 heure en 2 rounds pour approfondir dans le premier temps les droits opposables des personnes et dans un deuxième temps les soins palliatifs. Il faudra attendre 2024 pour, si elle le veut bien, la faire revenir dans une deuxième session où on parlera de la stratégie décennale, du projet de loi et du rôle de son centre dans ce cadre-là qu'on ne connaît pas assez pour en parler actuellement. Donc, il va y avoir 2 fois une introduction de 10 minutes environ par Giovanna et puis à peu près 20 minutes de questions-réponses. Vous pouvez poser les questions via le chat. Vous pouvez aussi les poser en levant vos mains, mais en étant les plus brefs possibles. Et on va démarrer tout de suite, si tu le veux bien, Giovanna, par le premier round sur les droits opposables des personnes, c'est-à-dire directives anticipées, personnes de confiance, refus de médication ou obstination déraisonnable et sédation profonde et continue. À toi la parole, Giovanna. Merci. Merci beaucoup. Merci Marc-Olivier. Merci à vous tous. Je suis très émue et très heureuse de vous revoir. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, donc suite à la demande de Marc-Olivier, Nathalie et Véronique, j'ai préparé un petit support. Puis voilà, c'est juste un support pour fixer mémoire photographique les choses, mais évidemment, vous m'interrompez quand vous voulez et on échange. Donc, le support est le suivant. Tac. Partager. Voilà, vous devrez le voir. Je vais le mettre. Pardon, il y a mes enfants derrière qui hurlent un peu. Vous me dites si vous ne m'entendez pas bien. Tout va bien. Donc, voilà, les droits de la fin de vie. Et puis, il y aura la deuxième partie sur les soins palliatifs. Juste un mot pour le Centre national. Marc-Olivier l'a rappelé. Le Centre national est une structure sous l'autorité du ministre de la Santé, financée complètement avec le denier public. Elle n'est pas liée aux différents acteurs de la fin de vie, type société savante, association, c'est-à-dire que ce sont nos correspondants, mais nous sommes complètement indépendants d'eux. Et nous avons 3 missions: meilleure connaissance des soins de palliatifs et des conditions de la fin de vie, la production d'expertise, et puis nous sommes également un centre d'accompagnement au débat public, et d'où cette participation à la Convention citoyenne au comité de gouvernance. Et puis voilà, vous avez ici quelques productions du Centre national. Justement, ce sont des ouvrages plutôt d'expertise ou d'information très, très accessibles pour que tout le monde puisse comprendre et se saisir des notions de la fin de vie, mais vous les avez déjà vues lors de la convention avec le kit. Donc, si on commence à parler des droits, là, vous avez un petit historique. Sans doute, je vous l'avais déjà montré au début de la Convention citoyenne, mais compte tenu de
tout votre parcours et là où vous êtes arrivé, c'est important de rappeler ce qui s'est passé en France depuis environ 30 ans, c'est-à-dire la première fois qu'on a entendu parler de fin de vie dans la loi, c'est avec la loi Neuwirth, qui était une loi destinée à assurer aux patients et aux citoyens l'accès à la lutte contre la douleur. Et c'est une loi qui est arrivée après 95, après toute la vague de de malades atteints de sida qui rencontraient des fins de vie et des décès terribles avec un accompagnement de la douleur qui était encore très limité. Et voilà, donc la loi a voulu imposer aux politiques et à l'organisation de santé la lutte contre la douleur comme en priorité. Ensuite, en 99, on a la loi sur l'accès universel aux soins palliatifs. La loi Kouchner, en 2002, c'est la grande loi des malades. Et dans cette loi des malades, on retrouve des principes qui sont très importants dans la fin de vie, c'est-à-dire la nécessité de recueillir le consentement et de respecter le consentement du malade pour les soins qui lui sont fournis, le refus de soins et des examens, le droit du malade à l'information et à l'accès à son dossier médical, et ensuite la possibilité de nommer une personne de confiance. En 2005, on retrouve la loi Leonetti, la vraie première loi de fin de vie, avec la définition du concept d'obstination déraisonnable, qui auparavant s'appelait acharnement thérapeutique, et puis on verra pourquoi ça a changé. La nécessité de recourir à une procédure collégiale dans le cas de limitation ou arrêt des traitements, et puis l'introduction des directives anticipées, qui à l'époque valait 3 ans. Et enfin, la loi Claes-Leonetti 2016, elle a introduit la sédation profonde et continue jusqu'au décès, et puis elle rend les directives anticipées opposables sans limite de validité. Là, je vous ai donné un petit pardon? Vous voyez? Si, parce que je ne vous vois pas. Donc là, vous avez un extrait d'une intervention d'un citoyen qui avait participé à des séances publiques menées par le centre en 2018. Et ce monsieur, je trouve que la phrase est très, très bonne. Il dit: «Écrire des directives anticipées, c'est comme préparer un voyage dont on n'en saurait rien, dont on ne disposerait d'aucune carte à une période inconnue, un voyage dont on n'est pas sûr de ne pas revenir». Alors, sur les directives anticipées ne sont pas une spécificité française. Elles existent à l'international. Elles ont été définies par la convention d'Oviedo sur la bioéthique et ont été imposées pratiquement à tous les États. Et la France les a intégrées justement avec la loi Leonetti de 2005 qui a vocation à renforcer les droits des patients en fin de vie. Ensuite, pour vous dire pourquoi elles ont été introduites, parce qu'avec la médicalisation très importante de la fin de vie, avec tout l'avancement technologique, effectivement, au début des années 2000, on s'est retrouvé souvent à des fins de vie qui sont devenues de plus en plus longues, de plus en plus techniques, de plus en plus difficiles à supporter, et les malades subissaient une perte de maîtrise de leur existence. Et donc, cette volonté d'inscrire les directives anticipées comme droit a été justement pour pouvoir permettre aux malades de reprendre quelque part la main sur leur fin de vie lorsque ils se trouvent en situation d'inconscience. Et voilà, la définition de directive anticipée, vraiment cette rédaction par une personne majeure, pas mineure, de ses souhaits concernant la fin de vie. À l'époque, c'était Leonetti souhait et les directives anticipées étaient objet de consultation de la part du professionnel, mais ce n'était pas une obligation. Et puis, avec la loi Claes-Leonetti de 2016, il y a un vrai renforcement du statut des directives anticipées. Elles obtiennent un caractère contraignant. C'est une volonté, en revanche, anticipée, donc une volonté qui peut ne pas correspondre à la volonté de la personne au moment où le document sera utilisé, et elle nécessite comme postulat
que le document soit fiable, c'est-à-dire signé par la personne, qu'il ne soit pas un bout de papier écrit par quelqu'un d'autre. Donc, désormais, les DA s'imposent aux médecins, mais voilà, je disais contraignantes, mais en fait, elles sont uniquement opposables, pas contraignantes, parce qu'elles subissent deux exceptions. La première est l'urgence vitale, c'est-à-dire que pendant le temps nécessaire à évaluer la situation, le corps médical peut ne pas prendre en compte les directives anticipées. Et surtout, les directives anticipées peuvent ne pas être prises en compte, c'est-à-dire le médecin peut aller au-delà des directives anticipées lorsqu'elles apparaissent inappropriées. Inappropriées parce que non conformes au cas clinique de la personne, non conformes à la situation de la pharmaceutique, aux pharmacopées au moment où les directives anticipées sont mobilisées, etc. Et la loi Claes-Leonetti, on reviendra là-dessus, la loi Claes-Leonetti, elle établit une hiérarchie, c'est-à-dire qu'à partir de 2007, les directives anticipées prévalent sur le témoignage de la personne de confiance qui elle-même prévalent sur les familles, le témoignage des familles ou des proches. Et puis voilà, l'évolution législative, cette ouverture à la sédation profonde et continue. Donc, qu'est-ce qu'elles disent les directives anticipées? Deux grands principes. D'un côté, elles interviennent sur le maintien en vie artificielle et de l'autre côté, sur la sédation profonde et continue. En fait, c'est ça, les deux axes sont vraiment ça. Et on peut, via nos directives anticipées, demander ou faire le choix sur la mise en place d'actes ou traitements médicaux qui peuvent contribuer au maintien artificiel en vie, donc assistance respiratoire, réanimation cardio-circulatoire, alimentation et hydratation artificielle, dialyse et autre chose. Voilà, là, c'est la définition de la loi sur les directives anticipées. Donc, toute personne majeure peut rédiger les directives anticipées. Elles expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie. Elle peut être révisable ou révocable à tout moment et par tout moyen. Elle s'impose au médecin, sauf les deux exceptions qu'on a évoquées. La décision de refus d'application des directives anticipées doit faire l'objet d'une procédure collégiale et elle est portée à connaissance de la personne de confiance ou de la famille ou des proches. Et le médecin traitant informe ses patients de la possibilité des conditions de la rédaction des directives anticipées. Or, ce qui me paraît important, c'est de voir avec vous quels sont les écueils réels. C'est-à-dire qu'on a un droit, elles existent, les directives anticipées, mais effectivement, dans leur mobilisation, il peut y avoir des écueils. D'une part, l'information sur le dispositif. On verra après, je vous montrerai les chiffres de notre dernier sondage du centre de l'année dernière sur le pourcentage de connaissances de ces directives anticipées par les citoyens français. Ensuite, elles nécessitent, pour pouvoir être rédigées correctement, d'une compréhension réelle des différents traitements et des techniques médicales disponibles. Donc, si une personne ne connaît pas, n'a pas une bonne connaissance de ces éléments, c'est difficile pour elle de cocher la case « oui, non, je veux une réanimation cardio-circulatoire ». En plus, c'est difficile quand on est bien portant notamment, de se projeter dans quelque chose qui est objectivement très angoissant. Là, ce que je disais tout à l'heure, la rédaction anticipée peut être aussi interrogée sur sa fiabilité parce qu'elles sont écrites hors contexte. Et ce n'est pas la même chose d'avoir écrit les directives anticipées aujourd'hui en 2024, peut-être qu'en 2064, non, 64, non, 44, quand je serai très, très malade, peut-être que j'accepterai des choses que je n'ai pas envie d'accepter aujourd'hui. Et ensuite, là, il y a un degré de discrétionnalité, de subjectivité qui est laissé aux professionnels et à leur capacité d'interpréter et puis éventuellement de s'écarter des directives anticipées. Et enfin, la procédure collégiale n'est pas toujours réalisée. Elle est aussi pas codifiée, c'est-à-dire qu'on n'a pas une codification, on n'a pas un codage qui nous permette de savoir combien de procédures collégiales ont été menées ni sur les directives anticipées, ni sur d'autres choses, ni sur d'autres pratiques. Et de toute manière, la décision ultime, elle revient au médecin référent.
Et tout dernier point, elles ne sont pas susceptibles d'être mises en place par les mineurs. Et pour les personnes sous tutelle, elles peuvent effectivement écrire leur directive anticipée, mais c'est très compliqué parce qu'il faut saisir le juge des tutelles. Donc là, c'était les données du sondage BVA qu'on a fait en septembre 2022. Non, Il pas faut eu où j'ai couper le pas vu. son de quelqu'un là. Excuse-moi, Giovanna. Pas de problème, c'est que je ne vous vois pas et donc je n'arrive D'accord, il pas. faut qu'on coupe le son qui t'a gêné et puis on va te proposer de conclure assez rapidement, mais continue Oui, bien sûr. oui. Bon, là, c'est juste pour vous dire que 81% des personnes qui connaissaient le terme de directive anticipée ne les ont pas rédigés. Il y a pratiquement 8% de la population qui a rédigé les directives anticipées. Là, c'était obstination déraisonnable, etc. Mais je vous propose de rester pour l'instant sur les directives anticipées et sur ce sujet pour qu'on puisse déjà discuter, puis on verra s'il faut aller plus loin. Ça vous va? C'est super. Merci beaucoup, Giovanna, d'avoir résumé tout ça. Ça nous a rafraîchi la mémoire et ça suscite peut-être des questions. On en avait quelques-unes déjà en tête. Est-ce que quelqu'un veut lever la main pour les poser? J'en vois dans le chat, mais c'est mieux si c'est dit de façon très brève par certains. Je ne vois pas de main levée. Alors, attends, moi, je vais... Nathalie, tu cherches à lever la main? Exactement, je cherche à jouer. Vas-y, on va Ok, considérer que c'est fait. merci. Donc oui, j'avais une question, moi, parce que, merci Giovanna, tu nous parlais des directives anticipées, et moi je me demandais très concrètement, est-ce que, on a vu pendant la convention qu'il y avait des formulaires qui n'étaient pas toujours adaptés, Dixit, hein, les soignants qui étaient venus nous voir, est-ce que toi tu pourrais nous dire comment les faire, et surtout si tu peux nous recommander des formulaires? Alors, effectivement, le formulaire classique est celui de l'HAS, qui est répertorié par le ministère de la Santé. Il est assez complexe. Il y a des formulaires, il y a le formulaire de la SFAR, de la Société française de réanimation, anesthésie et réanimation, et il y a aussi un formulaire qui est proposé sur notre site, qui est un FALC, donc un facile à lire et à comprendre. Alors, le facile à lire et à comprendre est un langage qui a été élaboré pour des personnes avec une déficience intellectuelle, mais en fait, il a l'avantage d'être extrêmement compréhensible. Donc, c'est possible. Après, il faut que vous sachiez que les directives anticipées peuvent être aussi écrites sur papier libre et vous pouvez indiquer ce que pour vous sont les souhaits principaux, les volontés principales. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas coché la case dialyse, c'est pas grave, sauf si vous vous retrouvez effectivement dans la situation d'être dialysé. Mais sinon, voilà, tout est possible et un papier libre. La recommandation que j'ai, c'est surtout qu'elle soit accessible à vos proches. Parce que si vos directives anticipées ne sont pas connues par vos proches ou par un professionnel de santé, par la personne de confiance, bah, évidemment, elles resteront dans le tiroir. Merci. Merci beaucoup, Giovanna. Stan a levé la main. Ciao! Salut. Moi, j'avais une question. Je me demandais, est-ce que c'est valable de faire rédiger ces directives anticipées avec un avocat? Et est-ce qu'on peut leur donner une durée dans le temps pour le cas où est-ce qu'on aurait un accident de la vie, par exemple, hein, mais leur donner une durée dans le temps pour qu'elle soit valable pendant 2, 3, 5 ans, par exemple? C'est quelque chose d'envisageable ou pas du tout? Alors, tu peux les confier à un avocat. Une fois que tu les as faites, tu peux les confier à un avocat, bien sûr. Tu peux les confier aussi à un notaire. Mais effectivement, peut-être hein, je ne vois pas de difficulté à que tu puisses les faire conditionner, c'est-à-dire avec une durée spécifique. Toutefois, la loi, elle dit aujourd'hui qu'elles sont valables à vie, sauf si toi-même, et que tu peux les modifier à tout moment. Donc ça, tu peux les modifier voilà, tous les ans, tu peux te mettre un rappel et dire, voilà, l'année prochaine, à cette date-là, je vais vérifier, est-ce que je suis toujours d'accord avec ça.
Après, juridiquement, je pense que oui, que tu puisses faire aussi un acte conditionné. Il n'y a rien écrit dans la loi qui l'empêche. Mais c'est surtout pour toi, parce que si dans 5 ans, si tu les mets conditionnés à 5 ans, et puis dans 6 ans, tu en as besoin et que tu les as rendus caduques, ben, tu ne les aurais pas. Tu ne les auras pas. Tandis que si tu les laisses et tu les modifies, ben, elles suivront toujours l'évolution de tes souhaits. D'accord. Merci. Je regarde si une main s'est levée. Ben, il y en a une, alors Oui, vas-y, Patrick, c'est Patrick. Patrick. Oui, j'avais la question suivante. Il me semble qu'on peut déposer donc les directives sur l'espace numérique personnel. Donc, est-ce que le corps médical consulte cet espace en cas d'accident? Quel C'est-à-dire, est-ce espace, de quel qu'il espace on doit... parle? Mon espace santé. Oui, L'espace l'espace santé. santé, oui. Alors oui, mon espace santé c'est la suite du dossier partagé, Voilà, tout du à fait. DMP. Et normalement, tous les documents importants, donc les comptes rendus médicaux, les antécédents, etc., contenus dans mon espace santé, si on a eu l'attention de déposer nos directives anticipées et ou la désignation de la personne de confiance sur mon espace santé, ces informations seront rendues visibles à l'équipe médicale qui va s'occuper de nous. En revanche, elles ne sont pas accessibles par exemple, aux pompiers, au corps non médical, parce que l'accès à mon espace santé est réservé uniquement aux professionnels de santé. Donc Oui, voilà, mais ce qui veut dire, c'est qu'en cas d'accident, on est hospitalisé, oui, le corps médical, oui. on prend connaissance, enfin, vérifie si oui ou non il existe un espace santé pour la personne, a priori, et ben, on prend connaissance, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Mais OK. c'est extrêmement, effectivement, c'est extrêmement rassurant de pouvoir les déposer sur mon espace santé, c'est Oui, sûr, bah, tout à fait, quoi. Et ça évite de passer par le médecin traitant ou un autre médecin. tout à fait. D'accord. Après, la question de mon espace santé, c'est que parfois, c'est un peu compliqué, il faut avoir le code, etc. Et on peut faire les deux aussi, hein, les avoir, la même copie, la même feuille, la déposer sur mon espace santé, puis l'avoir à la maison confiée à la personne de confiance pour que ça Oui. soit voilà, double sécurité. OK. Bah, merci. Je vérifie si une main s'est levée. Je sais que dans le chat, il y avait une question sur l'obstination déraisonnable et qui décide, comment est-ce qu'on l'évalue, est-ce que ça pose des problèmes? Alors, effectivement, l'obstination déraisonnable est un gros sujet, est un gros sujet parce que l'obstination déraisonnable est le fait de pratiquer ou d'entreprendre des actes de traitement lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Donc, alors, par rapport à l'acharnement thérapeutique, la notion d'obstination déraisonnable a modifié le périmètre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que simplement les thérapeutiques, mais aussi des examens diagnostiques. Autrefois, c'était l'énième chimiothérapie qui est devenue inutile. Aujourd'hui, le diagnostic, c'est aussi une exploration qui ne permet pas de faire avancer ni le diagnostic ni le traitement. Or, la question qui se pose avec l'obstination déraisonnable, c'est que la loi ne la rend pas, ne la caractérise pas. On ne sait pas ce qui est déraisonnable et il peut y avoir une variation entre ce qui est considéré déraisonnable pour une personne plutôt que pour une autre. Il y a des critères médicaux qui peuvent être clairs, et puis il y a des critères individuels, d'où la nécessité pour les professionnels de bien vérifier quelle est la volonté de la personne. Je le dis parce que on a regardé beaucoup la littérature scientifique à ce sujet, et on voit bien que, notamment dans des situations qui se produisent souvent en cancérologie, que par exemple, le rapport bénéfice-risque qui est accepté a priori par les patients atteints d'une pathologie est
bien inférieur à celui qui est jugé raisonnable par les bien portants ou par les médecins, que les patients sont prêts à accepter des quantités d'effets secondaires significativement plus élevées en échange d'un temps supplémentaire que les cliniciens ne pensaient pas pouvoir être possible. Donc, parfois, cette déraisonnabilité n'est pas la même pour le patient et pour le professionnel. D'où, justement, la nécessité pour les professionnels de discuter, d'avoir des discussions anticipées, d'analyser au plus profondément quelle est la représentation du patient et quel est son cadre, d'ailleurs, son cadre de valeur. Parce que dans cette analyse, il est possible aussi de ne pas se trouver un équilibre. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une main qui se lève, notamment sur la sédation profonde et continue dont on a parlé aujourd'hui parce que Gérard Collomb est décédé après l'avoir demandé? Qu'est-ce que le centre que tu diriges ou quelles sont les informations qu'on a sur son utilisation en France? On a très peu d'informations sur la mise en œuvre de la sédation profonde et continue depuis 2016 parce que, à l'époque, le législateur, suite au débat parlementaire, a souhaité laisser pareil une marge de manœuvre assez importante aux professionnels et n'a pas souhaité introduire une codification de la sédation. C'est-à-dire qu'on n'a pas une codification spécifique sur la sédation profonde et continue. Dans les hôpitaux, les professionnels, quand je dis codification, j'espère que voilà, tout le monde comprenne, c'est-à-dire que les professionnels de santé, quand ils accomplissent des actes, ils les doivent registrer selon un codage. Chaque code correspond à un acte. Et la sédation n'a pas un acte spécifique. Il y a un codage général, sédation palliative et sédation profonde et continue, mais il ne s'agit pas de la même chose. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas ce codage. Il y a des enquêtes qui ont été menées, y compris par le centre, mais la nôtre, elle est un peu vieille, elle est de 2018, donc on est en train d'en préparer une nouvelle. Et l'année dernière, c'était la SFAP, carrément, qui avait fait une enquête. Et dans cette enquête, apparemment, les sédations profondes et continues correspondaient à moins d'1% des sédations palliatives. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'informations. On sait que pour les patients, souvent, ils ne sont pas informés de l'existence de cette possibilité. Et que pour les professionnels, ça reste quand même un acte. C'est un acte important, c'est un acte lourd de conséquences parce que ça veut dire endormir une personne jusqu'à ce qu'elle décède. Donc, il n'y a pas de retour à la veille. C'est fait avec des médicaments qui sont assez lourds et que parfois les professionnels ont des résistances. Parfois, ils ne sont pas formés ou ils ont des résistances par rapport à leurs valeurs. Donc, il est clair que nous espérons tous qu'avec les nouvelles actions, les nouvelles mesures qui seront portées apparemment, et on espère, par la loi et par la stratégie décennale, qu'il y aura aussi quelque chose sur le sujet de la sédation profonde et continue. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Véronique a levé la main. Oui, bonjour Giovanna et merci beaucoup. Moi je voulais savoir si, si les produits qui sont utilisés dans la sédation profonde et continue sont les mêmes à chaque fois ou si, suivant les services, les hôpitaux, il y a des pratiques différentes. Alors, non, le produit, la première indication pour la sédation profonde et continue, c'est le midazolam. Midazolam, qui n'est pas par ailleurs utilisé uniquement pour la sédation profonde et continue, c'est aussi un produit qu'on utilise pour réduire la douleur.
là, il y a un point, et tu fais bien à le souligner, le midazolam, d'ailleurs, il n'a pas été introduit au domicile début 2022. Avant, la sédation profonde et continue ne pouvait se faire qu'à l'hôpital parce que le midazolam n'était pas disponible dans les officines, dans les pharmacies d'officine. Donc, il a été introduit. La difficulté qu'on voit, qu'on retrouve au domicile pour la sédation profonde et continue, c'est que c'est une démarche qui nécessite un accompagnement continu parce qu'il faut que le médicament soit dosé. Et on sait que le patient peut faire de la résistance si la sédation dure longtemps. Si elle dure 2 heures, non. Mais si elle commence à durer quelques jours, il peut y avoir une résistance. Et donc, une diminution de l'efficacité du produit, ce qui veut dire que le risque que le patient puisse avoir des moments de sommeil moins profond existe. Et donc, il faut que quelqu'un soit présent à tout moment. Et souvent, ce sont les proches. Donc, c'est lourd aussi de demander aux proches de vérifier, etc. Donc là aussi, c'est vrai que la mise en place de la sédation à l'hôpital, normalement, si l'équipe est disponible et si les procédures sont respectées, devrait se faire de façon normale. Mais au domicile, il y a un caractère de complexité qui est plus important. On va peut-être faire la transition avec la deuxième partie, si tu veux, parce que c'est le moment de la faire à peu près. Tu as évoqué la sédation palliative, et donc ça va nous amener à parler plus généralement des soins palliatifs, l'existant, les besoins, les problèmes. Ce qui est différent quand même, on le rappelle, hein, de la sédation profonde et continue qui, elle, conduit jusqu'à la mort. Marc-Olivier était trop fort, franchement. Ce lien est génial. Donc, je rouvre mon petit... hop, voilà. Après, je vais vous le transmettre, hein, mon support, pour que vous puissiez la voir. Voilà. Je le reprends. Hop. Et je ne vous vois pas quand j'ai le support sous la main. Quand je partage le support, vous me faites signe si besoin. Donc, là, on vient sur… Hop, je repars par là. Donc, quelques mots sur le contexte. Contexte plutôt social, culturel, épidémiologique, et puis on reverra mieux le contexte épidémiologique. Donc, on constate un allongement de la durée de vie qui est souvent accompagné de maladies chroniques et invalidantes dans les derniers 30 ans. Il y a une augmentation importante de la population âgée, une médicalisation des situations de fin de vie avec ce que j'évoquais tout à l'heure, une culture qui est beaucoup plus du cure, de la technique, des plateaux, plutôt que de l'accompagnement du care qui existait auparavant. Il y a une démographie de soignants et des tensions de ressources humaines qui sont existantes. On sait qu'on a de moins en moins de soignants disponibles. Et puis, d'un point de vue social, il y a un changement aussi de la structure familiale. Il y a beaucoup de familles monoparentales recomposées, le nombre d'enfants diminue, il y a un éloignement géographique qui est important, la diminution des cohabitations, la paupérisation de la population, l'augmentation des situations de vulnérabilité, et puis l'accroissement des inégalités territoriales auxquelles contribue également l'éloignement des services publics et leur numérisation. Et enfin, la méconnaissance générale des enjeux et droits de la fin de vie, on en a parlé tout à l'heure, et puis les impacts de la pandémie Covid qui ont porté à nouveau à haut de la pile le sujet de la fin de vie et des morts en solitude. Donc, sur l'épidémiologie de la fin de vie, le centre a publié un atlas qui est téléchargeable sur notre site. Là, c'est un article qui le publie, mais cet atlas permet pratiquement tous les 2 ans de identifier toutes les données les plus fraîches sur l'offre de soins et sur l'épidémiologie. Donc, sur ces données, alors, quelle est la démographie? Je vous parle de ça pour vous faire bien comprendre de quoi, voilà, dans quelle situation nous sommes. Nous avons
1er janvier 2022, pratiquement 68 millions d'habitants en France. Les personnes âgées de 75 ans et plus représentent le 10% de la population française, et puis le 1% de la population française est représenté par les personnes âgées de 90 ans en plus. Il y a eu une augmentation de la population française de 15% et le nombre des habitants de 75 ans en plus a doublé. L'espérance de vie pour les femmes à 65 ans est de 23 ans, dont 12 sans incapacité, et pour les hommes, c'est pratiquement de 19 ans, dont 8,3 sans incapacité. Donc, il y a 11 ans, tant pour les femmes que pour les hommes, de vie avec incapacité. La mortalité, 613 200 décès en 2019, dont 70% avaient plus de 75 ans et 30% avaient plus de 90 ans. La mortalité brute est de 9,1 pour 1000 habitants et 14% de décès en plus dans les dernières 30 ans. Quelles sont les causes? Bon, les lieux d'abord. 53% des décès se passent à l'hôpital, 23 au domicile et 12 dans une structure plutôt collective, EHPAD et des structures équivalentes. Et les causes des décès, c'est pour la majorité, c'est les tumeurs et les maladies de l'appareil circulatoire. Et en population générale, un peu plus cancer et moins de maladies circulatoires. Pour les personnes âgées de plus de 75 ans, c'est les maladies de l'appareil circulatoire qui remontent et 21% sont le cancer. Donc, c'est les cancers, maladies cardio-circulatoires, maladies de défaillance d'organes, reins, poumons, etc. Et puis la grande vieillesse, et puis voilà, puis le reste. Alors, l'offre de soins. En 2021, en France, on avait 177 unités de soins palliatifs avec 1980 lits. 5566 lits identifiés de soins palliatifs. Ce sont les LISP, vous le savez, ce sont des lits qui ont une dotation plus importante en ressources humaines et en technologie, mais qui sont dans des services quelconques, pneumologie, neurologie, oncologie, etc. 420 équipes mobiles de soins palliatifs. Vous savez bien qu'on a 21 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, mais dans lesquels les LISP, la densité de LISP est supérieure. Et puis, on a 23 équipes de ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques. Et puis, sur le domicile, on est extrêmement dépourvu de données et de descriptions. Là, vous voyez l'offre de soins sur la carte. Donc, si vous voyez à gauche, ce sont les USP avec les zones qui sont un peu plus, voilà, les zones blanches qui sont privées d'unités de soins palliatifs. Mais si vous regardez l'illustration 2 avec les LISP, vous voyez que les LISP, justement, sont plus présents là où dans les USP, on avait des zones blanches. Et puis, la répartition des équipes mobiles de soins palliatifs. Au domicile, qu'est-ce qu'on a? On a différents acteurs. On a le médecin généraliste d'abord. On a tous les professionnels libéraux, infirmiers, kinésithérapeutes, activités physiques adaptées dès qu'il est possible, psychologues. On a l'hospitalisation à domicile qui est composée par des professionnels qui organisent une vraie l'hôpital au domicile avec lit d'hôpital, avec tout ce qu'il faut. Les dispositifs d'appui à la coordination, les DAC qui ont remplacé les réseaux d'autrefois, les équipes mobiles de soins palliatifs, les équipes territoriales, et puis dans certaines zones, il y a aussi les hôpitaux du jour. Puis il y a les cellules d'animation régionale de soins palliatifs, mais c'est plus des organes de coordination que de soins. Et en 21 juin 2023, tout récemment, une nouvelle instruction interministérielle a remplacé la circulaire de 2006. Vous aviez travaillé sur la circulaire de 2006 lors de la Convention citoyenne qui vous permettait de voir quelle était l'organisation des soins palliatifs. Aujourd'hui, ça a changé, voilà, depuis 3 mois. Et l'organisation n'est plus faite sur la base des acteurs et des lieux, mais elle est faite sur la base de la graduation des soins, c'est-à-dire selon le niveau de complexité du patient. Donc, elle est vraiment centrée sur les besoins du patient.
on définit quelle est l'offre de soins en établissement de santé ou au domicile, avec la participation, donc d'une part, avec une prise en charge non complexe, les professionnels du domicile ou dans les hôpitaux, des lits normaux, éventuellement avec l'appui d'équipes expertes. En situation de complexité moyenne, là, on a plutôt des lits identifiés soins palliatifs à l'hôpital et l'appui des équipes expertes, et à la maison, les professionnels du territoire, mais éventuellement l'HAD, l'hospitalisation à domicile, et toujours l'appui des équipes expertes. Et puis les situations à complexité plus importante, là, ça sera plutôt les USP, les unités de soins palliatifs, avec éventuellement aussi encore des équipes expertes, et à la maison, l'HAD, les MSP ou l'équipe mobile du pédiatrique, et puis éventuellement des professionnels du niveau 2 en coordination et mobilisation. Voilà. Ça, c'était pour l'offre de soins, pour les soins palliatifs, parce que c'est beaucoup plus technique, et c'est moins humaniste comme histoire. Ok. On t'entend pas, Marc-Olivier? Merci Giovanna, désolé pour cette synthèse. Et je vois tout de suite la main de Jean-Louis qui s'est levé, et ensuite de Stanislas. Bonsoir Giovanna, merci beaucoup pour cette conférence. Je suis justement dans un département qui n'est pas pourvu d'unités de soins palliatifs. Et donc, par contre, il y a effectivement un pourcentage proportionnellement par rapport à d'autres départements de l'ISP plus important. Et donc, qu'est-ce qu'amènerait dans les départements non pourvus une USP? Est-ce que, je veux dire, ces cas très complexes sont fréquents ou pas à traiter? Encore une fois, pour moi, il s'agit vraiment… Alors, les cas, vraiment, aujourd'hui, on est plutôt sur une situation où les personnes vont à l'hôpital, sont transférées, c'est pas qu'elles vont, sont transférées à l'hôpital, du domicile ou d'un EHPAD, parce qu'il y a une difficulté à organiser l'accompagnement de fin de vie dans les lieux de vie. Toute la nécessité est justement de essayer de réduire au maximum l'hospitalisation dans les USP quand il n'y a pas vraiment besoin d'USP, plutôt que d'essayer d'envoyer tout le monde à l'USP. Les USP sont évidemment sont les équipes, sont les unités les plus techniquement les plus efficientes, mais en fait, on n'a pas spécialement besoin de ce type de soins. On peut avoir une très bonne qualité d'accompagnement palliatif avec, justement, dans un LISP ou avec une HAD à la maison. Mais il faut que ça soit pareil. On ne t'entend plus, Giovanna. Giovanna, y a-t-il un problème de ton côté? Et ne pas lui faire subir un transfert à un USP alors Giovanna, je suis embêté de te dire que tu es coupé très souvent. Est-ce que je qu'il aurait suis le pu seul à être avoir ce pris problème? un chat, et ça n'a pas été anticipé. Bon. Je ne sais pas si d'autres comme moi ont eu du problème à suivre les derniers propos de Giovanna, mais on va continuer et puis on reviendra sur cette partie. Il y a la main levée de Stanislas et ensuite de Christian. Oui, Giovanna, moi je voulais te demander quel est le rôle des aidants et des associations, enfin quel rôle peuvent-ils avoir dans le développement
des soins palliatifs et quel rôle pouvons-nous, nous, avoir en tant qu'association dans ce développement-là aussi? C'est une question qui rejoint ce Alors, qu'il y a dans le chat, c'est-à-dire le fait que beaucoup voudraient avoir ces soins à domicile. Oui, c'est là où je l'ai prise, tu n'avais pas obligé de le dire, Marco. Stan, c'est la forme. Il est méchant. Alors, j'ai coupé effectivement, j'ai coupé la caméra, comme ça vous me voyez mieux. Sur, sur les associations, quelle est la possibilité pour les associations d'intervenir dans l'amélioration des soins palliatifs? Bon, d'une part, évidemment, les associations peuvent faire leur job, c'est-à-dire s'adresser au pouvoir public pour pouvoir obtenir une amélioration, mais ça, c'est ce que d'ailleurs vous avez fait en tant que citoyen, en tant que conventionnel. Vous l'avez fait vraiment très, très, très bien. Et c'était votre job et je pense que tout le monde a bien compris et a bien suivi vos recommandations. Après, il y a aussi quelque chose qui font d'autres associations, c'est-à-dire la mise à disposition de ressources humaines, c'est-à-dire de bénévoles, de, euh, ou de formation pour les proches, parce que être proche d'une personne en soins palliatifs, c'est quelque chose qu'on apprend, mais pour laquelle on n'est pas formé. Et donc, c'est aussi très important de pouvoir accompagner ces familles, d'une part avec du volontariat, du bénévolat, mais le bénévolat n'est pas forcément tenir la main. Ça peut être, Madame, je vais faire les courses pendant que vous restez proche de votre mère qui est en fin de vie. Et ça, c'est vraiment très important. Et puis, voilà, les aider aussi à trouver les bonnes informations, les informations qui sont disponibles, mais que parfois les personnes ont du mal à trouver. Par exemple, là, avec le centre, nous allons publier bientôt un guide à destination des proches des personnes en fin de vie, avec tous les actes qui peuvent être faits, notamment au domicile, comment aider la personne à boire, comment la personne à l'aider à mieux dormir, voilà, tout ce qui est sur la qualité de vie. Et puis aussi, quels sont les droits, quelles sont les ressources sur le territoire. Mais ce guide, évidemment, nous ferons de la pub de ce guide, mais ça sera très important pour nous que nos partenaires associatifs puissent nous aider à diffuser toutes les ressources. Merci beaucoup, Giovanna. Merci à toi. Il y a Christian qui sera suivi par Nathalie. Oui, bonsoir Giovanna. Moi, je voulais réagir, mais peut-être ai-je mal compris, aux propos selon lesquels vous indiquiez que la tendance était plutôt de ne pas aller en USP et plutôt de développer à domicile ou dans des tiers-lieux. Moi, je suis assez d'accord peut-être sur la base du protocole médical, mais en visitant les 3 USP de mon département, le Morbihan pour pas le nommer, j'ai compris qu'il y avait autre chose que le protocole médical dans ces unités de soins palliatifs et un accompagnement sur de l'art-thérapie, de la balnéothérapie, enfin, la présence de psychologues qui venaient et de bénévoles qui pouvaient évidemment avoir tout son sens dans une unité de 10 lits. Et je vois pas comment à la fois cette technique balnéo-musicaux pourrait avoir lieu à domicile, le café des familles aussi, où les familles des patients ont la possibilité d'échanger et de faire un petit peu de relation. Tout ça, c'est parce qu'il y a un lieu où il y a une dizaine de lits. Donc, renvoyer à domicile, sauf la demande peut-être expresse de malades, je trouve que ce serait gommer une partie des bienfaits de ces unités. Alors, oui, probablement, je me suis mal exprimée. Alors, je reprends. D'une part, c'est vrai qu'il y a pas mal de citoyens français, nous on l'a vu dans notre sondage, qui souhaitent rester au domicile. Donc ça, c'est un souhait. C'est un souhait et c'est à l'État de organiser pour que ce souhait soit respecté. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, les USP sont les lieux idéaux
pour tout le monde, pour les proches, pour les malades, et c'est là que se concentre l'offre la plus importante de soins, mais aussi d'accompagnement, de bénévoles, etc. Sauf qu'on sait, nous on le sait, que face à cette augmentation du nombre de la population française et puis de personnes âgées et puis de personnes malades avec maladies chroniques évolutives ou dégénératives, etc., on aura besoin de plus en plus de lieux dédiés à l'accompagnement de fin de vie. Et les USP aujourd'hui ont un accompagnement, ont une spécificité qui est celle d'avoir des équipements techniques, des plateaux techniques qui sont très importants, qui sont coûteux pour notre système de santé et qui probablement sert à une minorité de ces patients, alors que les autres patients trouvent dans les USP cet accompagnement qui pourrait se faire aussi dans des lieux moins techniquement intenses. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, et je suis brutale, mais aujourd'hui, le coût d'une journée d'un lit en USP est très important. Il est tout à fait nécessaire lorsque la personne a un degré de complexité lourde, mais si le degré de complexité n'est pas lourd, alors ça n'a pas de sens d'occuper un lit d'unité de soins palliatifs pour d'autres soins que les soins techniques. Mais tout ça, et vous avez bien raison, c'est un point très très important, ça, c'est aussi la préoccupation majeure aujourd'hui du politique qui a réalisé avec vos travaux toutes ces questions et qui essaie de trouver des solutions. On verra si ces solutions elles seront dans la stratégie décennale, on verra si elles seront dans la loi, mais il est sûr que tous ceux qui travaillent dans ce secteur réfléchissent et s'interrogent à l'adéquation du lieu, du milieu de prise en charge aux besoins de la personne. D'accord, merci beaucoup. En passant la parole à Nathalie, je me permets de préciser qu'on avait entendu pendant la convention qu'il pouvait aussi y avoir parfois des problèmes un peu aberrants de remboursement de ces frais très importants de soins palliatifs qui faisaient que la personne pouvait être amenée à retourner, à quitter les soins palliatifs, puis à revenir plus tard. Je vais passer la parole à Nathalie, puis à Jean et à Véronique, ce qui veut dire que dans le temps imparti, il faudra être assez court. Merci. Merci. J'avais une question, Giovanna, parce que tu as parlé des dispositifs d'appui à la coordination qui ont remplacé les réseaux. Et en fait, j'aimerais même rapidement que tu expliques quelle est cette organisation, parce qu'on a vu qu'il y avait des USP, des LISP, des équipes mobiles, des EHPAD, enfin bref, il y a plein d'acteurs. Que font vraiment les dispositifs d'appui à la coordination, s'il te plaît ? Alors, les dispositifs d'appui à la coordination sont vraiment les acteurs du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le territoire, il y a plein de ressources différentes. Il y a le médecin généraliste, il y a l'infirmier libéral, il y a l'infirmier de pratique avancée, il y a les maisons médicalisées. Il y a plein de sujets différents et souvent, ces sujets ne travaillent pas en concertation. Et en fait, on sait que le malade, il a dans son parcours des besoins différents selon la prosécution de son parcours. Et donc, ces dispositifs de coordination des parcours complexes, c'est vraiment des dispositifs d'appui à la coordination des parcours complexes. Eux, ils mettent un lien, la coordination territoriale d'appui, les réseaux de santé, les CLIC, par exemple, les centres locaux d'information et de coordination pour les personnes âgées, les MAIA, qui sont encore d'autres structures d'aide dans le champ de l'autonomie, les plateformes territoriales d'appui. Ils font vraiment une espèce de mise en musique de tous ces acteurs. Or, tout ça, parfois c'est en théorie parce que les DAC n'ont pas toujours les ressources nécessaires pour le faire.
parce que, ou soit, voilà, soit c'est une question vraiment de ressources. Alors, les ressources normalement sont confiées par les ARS, donc ils ont une dotation, mais parfois, c'est simplement, ils n'ont pas d'ARH, ils n'ont pas de professionnels, parce que ce sont des métiers qui ont un turnover qui est très, très important. Donc, tous les territoires n'ont pas la même, disons, le même degré d'efficacité. Il y a des DAC qui marchent très, très bien, il y en a d'autres qui font un peu plus qui ont un peu plus de difficultés. Merci. Je vais passer la parole à Jean et je vais proposer, si elle le veut bien, que Véronique, dans la foulée, pose aussi sa question, même si elle n'est pas liée. Comme ça permettra une réponse de Giovanna Commune. sur les deux. D'abord, bonsoir Giovanna. Je voulais simplement poser la question. Alors, qu'en est-il en fait des soins dits d'accompagnement pour une personne malade entre l'hospitalisation, donc les soins curatifs, et le passage éventuel à une USP, donc soins palliatifs? Et Véronique, si tu veux bien. Il faut que tu... Pardon, alors oui, moi c'était sur la question du financement des soins palliatifs, la question que tu as posée, notamment Marc-Olivier, avec donc le financement des soins palliatifs avec une certaine durée de jours. Et si jamais, je crois que c'est 11 jours, ensuite le financement baisse. Et ce qui fait que certains patients qui ont trouvé l'apaisement dans ces services de soins palliatifs sont obligés pour des questions financières, soit de repartir chez eux, soit de repartir en EHPAD. Alors, j'y vais vite. Donc, la première question est la question de l'accompagnement vers les soins palliatifs. Normalement, l'idéal, ça serait, Jean, que les soins palliatifs interviennent en amont du passage, c'est-à-dire que les professionnels des soins palliatifs commencent à interagir avec le patient et puissent proposer au patient des soins qui sont de caractère palliatif, donc d'accompagnement, et non pas curative dans le sens de la pathologie, bien avant que la personne puisse passer un soin palliatif. C'est vraiment la logique c'est la logique de cette intégration de soins palliatifs et d'anticipation de la prise en charge pour que la personne puisse maintenir son niveau de qualité de vie pendant tout le parcours. Or, on sait malheureusement que les soins palliatifs, en général, qu'on arrive à un soin palliatif très, très tard. Et que, en arrivant très tard, il n'arrive pas à donner au patient toute la qualité qu'il pourrait recevoir s'il était pris en charge de façon anticipée. Sur le financement, donc le principe général du financement est le principe sur la perception d'un forfait par patient, quelle que soit la pathologie d'origine et la durée de séjour, complète à partir du 2e jour et jusqu'à la fin du séjour d'un supplément journalier. Donc, il y a, en général, les soins palliatifs sont dans le champ du MCO, donc médecine, chirurgie, obstétrique. Ils sont financés par la T2A. Et le financement diffère selon qu'il s'agisse d'un établissement public ou d'un établissement privé lucratif. Et on a la tarification du lit ordinaire, c'est, disons, X. Le lit identifié est X plus pour 1,3, oui. Et puis, il y a le lit d'USP est T pour 1,5. Donc, évidemment, si le séjour est inférieur à un jour, il fait l'objet d'un forfait différent. Quand il arrive au 11e jour, il y a, aux 10 jours environ, il y a la nécessité effectivement pour l'hôpital d'aller chercher le financement dans le budget ordinaire. Et donc, c'est pour ça que c'est cette tarification à l'acte qui complique des séjours qui peuvent être de durée plus longue et qui nécessitent parfois d'être
pas qui nécessitent, mais qui parfois sont interrompus pour faire repartir le malade sur un nouveau séjour qui est valorisé de façon à ce que l'hôpital ne subisse de pertes. Mais voilà, c'est quelque chose de particulièrement non pertinent pour les soins palliatifs et on espère que ça aussi fasse l'objet d'une modification. Pour conclure, Giovanna, tu nous as montré la carte de France. Peut-être qu'il faudra réunir l'information sur les USP et les lits individuels. Comme ça, on verra bien mieux les départements qui sont mieux pourvus que d'autres. Mais ça, c'est l'existant. Et les besoins, tu as montré qu'ils étaient en augmentation du fait du vieillissement de la population. Comment vous allez évaluer les besoins? Quel est le degré de suivi que tu as de cela ou est-ce qu'il faut l'améliorer? Alors, c'est très difficile d'évaluer les besoins de soins palliatifs parce qu'on ne peut que les évaluer a posteriori. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui dire, ben voilà, en France, il y a X milliers de personnes qui ont besoin de soins palliatifs. On sait qu'il y a X milliers de personnes qui sont en soins palliatifs, qui sont accompagnées, mais sur les besoins, c'est compliqué. Donc, là, il y a eu plusieurs disons, méthodes d'évaluation des soins palliatifs, des besoins des soins palliatifs. Par exemple, il y a des publications scientifiques qui disent que les pays avec un fort développement économique montrent qu'environ de 1 à 1,4% de la population aurait besoin de soins palliatifs. Il y a d'autres publications qui disent que, vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Qu'en Europe, dans les pays européens, environ 560 personnes décédées par an, pour chaque 100 000 adultes résidents auraient besoin de soins palliatifs. Il y a vraiment différentes méthodologies. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec voilà, ces méthodos, là, en France, puisque le nombre de Français, prenons le nombre de décès de 2019 dont on a la chiffre exact. Le chiffre exact, c'est 613 200. La population compte 67,8 millions d'habitants. On peut dire que la prévalence de patients ayant besoin de soins palliatifs en France, si on dit 1 à 1,4% de la population générale, va entre 680 000 et 950 000. Si on prend la méthode de l'incidence des patients adultes qui ont besoin de soins palliatifs, c'est-à-dire 560 sur 100 000, on peut dire qu'il y en a environ 380 000. Si on prend l'incidence des patients avec besoin de soins palliatifs à la fin de vie, encore une autre méthodologie, c'est environ 500 000. Si on fait une statistique, on peut dire, sur la base des données de la littérature, on peut estimer qu'en France, chaque année, entre 380 000 et 515 000 personnes nécessitent de soins palliatifs dans la dernière période de leur vie. C'est formidable, ça nous permet de comprendre qu'on a besoin absolument de te réinviter. Quand on connaîtra mieux la stratégie décennale et la partie du projet de loi qui concerne les droits des personnes et les soins palliatifs, que tu reviennes. On va te remercier officiellement, on va arrêter l'enregistrement, mais si